C'est une histoire millénaire. Le prestige sans équivalent de la couronne d'Angleterre et de Buckingham Palace rayonne sur la planète. Et appartenir à cette galaxie étincelante alimente plus que jamais tous les rêves et tous les fantasmes. On est très attirés, intéressés par les princesses parce que c'est une histoire de contes de fées et puis de décorum aussi. C'est vrai qu'elles sont belles, c'est vrai qu'elles ont des tenues incroyables. Mais malgré leurs robes de créateurs et tous leurs fabuleux bijoux, la vie des princesses britanniques n'a rien d'un long fleuve tranquille. La tragédie et les larmes s'invitent régulièrement derrière les murs des palais de la couronne. Buckingham est une fabrique de entertainment, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire d'un grand spectacle planétaire. Et d'évidence, dans la filmographie de Buckingham, les mélodrames sont plus nombreux que les comédies romantiques. Il faut absolument qu'à un moment donné, le malheur s'invite dans la vie de la famille royale, sinon ce n'est pas une famille royale. Il faut qu'il y ait des douleurs à côté des splendeurs. En passant du rêve à la réalité, les princesses apprennent à leurs dépens que le bonheur n'est jamais une priorité dans la famille royale. Et l'histoire se répète inlassablement. C'est une sorte de fabrique, mais d'une dynastie. Alors les individus là-dedans sont moins importants. Donc si de temps en temps, une princesse est malheureuse, pour la dynastie, pour l'histoire, on s'en fiche complètement. Buckingham Palace, c'est une usine à femmes, à princesses malheureuses. Élisabeth II n'a pas toujours été une femme heureuse. D'un point de vue sentimental, Diana, évidemment, comment ne pas la citer. Une histoire qui ne va cesser de basculer dans le malheur, dans le drame. Meghan Markle, qui dira avoir trop souffert, au point même de devoir quitter cette usine qui est Buckingham Palace. Le protocole, c'est le protocole, c'est l'invivable. Être prisonnier du rôle que l'on vous assigne, c'est quelque chose d'épouvantable. Protocole, obligations et règles de vie quasi militaires. Quelles sont exactement toutes les contraintes auxquelles sont soumises les princesses ? 500 et 1500 engagements officiels par an, tous les jours. C'est pesant comme travail, c'est compliqué comme travail. C'est insupportable d'être la femme d'un prince parce qu'on n'a aucune liberté. On fait pas ce qu'on veut du matin au soir, on est scruté par les caméras du matin au soir. Contrôler chaque mot que tu dis parce que tu es constamment suivi par la presse, tu es fliqué à chaque instant de ta vie. Imaginez Kate Middleton qui se dirait un soir « Tiens, je retrouverai bien mes copines pour aller boire un verre ». C'est pas quelque chose qui s'organise à la dernière minute. Rien ne peut se faire avec une totale légèreté lorsqu'on est un membre d'une famille royale. Face à cette pression permanente de l'institution, il y aurait aujourd'hui les bonnes et les mauvaises élèves. Oui, Kate est une princesse heureuse. Kate ne fait pas de vagues, mais elle a la conscience du travail, elle a la conscience du devoir accompli. On a une partie Dr Jekyll et Mr Hyde. C'est-à-dire que si vous posez la question qui est Meghan Markle au Royaume-Uni, c'est un monstre. Si vous posez la question aux États-Unis, c'est un ange. Plus que jamais sous les feux des projecteurs, Meghan Markle semble marcher dangereusement sur les traces de la princesse Diana. Comme on n'est pas idiote quand on est princesse, on sait qu'on va reprendre de l'importance médiatique. Donc souvent, les larmes peuvent être stratégiques. Ça a été vrai pour Lady Diana, qui avait une part de cynisme en elle. C'est évidemment vrai de Meghan, qui fait commerce de ses malheurs ou de ses souffrances supposées. De son côté, Kate Middleton renvoie l'image d'une princesse idéale et heureuse. Mais en réalité, la future reine d'Angleterre souffrirait en silence aux côtés de William. Le prince William est effectivement un caractère de cochon. Il a des colères terribles, il part très très vite, il part au quart de tour. Le prince William n'a pas du tout ce côté débonnaire, bonne patte, prince à la cool. C'est une terreur. Sacrifice, dépression, exil et scandale. La couronne britannique broie ses représentantes sans état d'âme. Alors, être à la hauteur des attentes de l'institution sans payer le prix fort, est-il mission impossible ? Sens du devoir et bonheur personnel sont-ils totalement incompatibles chez les Windsor ? Bienvenue dans l'envers du décor de Buckingham, le palais des princesses malheureuses.
Chez les Windsor, cela démarre toujours par un mariage de conte de fées et la promesse d'un bonheur éternel aux côtés du prince charmant. Mais avec la dernière arrivée dans la famille, le vernis n'aura mis que quelques mois avant de craquer. En épousant Harry, Meghan Markle intègre la famille la plus médiatisée, mais surtout la plus ritualisée du monde. Pour une comédienne californienne divorcée, c'est le grand écart absolu. Être un Windsor, c'est l'effacement de ce que vous êtes au fond. Puisque de toute façon, votre fonction, ce n'est pas d'être vous, c'est d'être quelque chose. Un garçon comme Harry ne pouvait pas le supporter, sa femme encore moins. Être une princesse d'Angleterre n'est pas difficile, c'est impossible. Il faut accepter pour une femme, d'autant plus au XXIe siècle, de ne plus s'appartenir. D'appartenir à un pays, d'appartenir à une nation et d'appartenir, ça peut paraître pas féministe du tout, mais de devenir un objet. Un objet que l'on va habiller, un objet que l'on va exhiber. Donc vous devez annihiler vos désirs personnels, vous devez représenter quelque chose qui va au-delà de vous. Certains n'acceptent pas. Et on peut le comprendre parce que c'est une mission extrêmement compliquée, qui paraît toute simple comme ça, parce qu'on a l'impression qu'une princesse, elle se contente de porter les fabuleuses couronnes qui sont derrière moi, de faire coucou, de sourire. Sourire et surtout ne rien montrer, même dans les circonstances les plus pénibles. C'est une règle d'or. Princes et princesses ne peuvent rien afficher de leurs états d'âme ni de leurs tourments. Et peu importe si la famille est noyée dans le chagrin et rongée par un conflit interne de haute intensité. Les apparences doivent être préservées à n'importe quel prix. Une véritable torture psychologique, comme lors d'une récente journée historique. Londres, 19 septembre 2022. Deux jours après le décès de la reine Elisabeth II. La reine est partie. Elle s'est éteinte en paix. La famille était à ses côtés à Balmoral. La reine est morte, c'est très triste, mais longue vie au roi. Accompagnés de leurs épouses, c'est en rang serré qu'Harry et William rendent hommage à leur grand-mère. Entre les frères ennemis, la communication est rompue depuis des mois. L'impensable vient donc de se produire devant près de 2 milliards de téléspectateurs. Une apparition dont on n'avait vraiment plus l'habitude quand on a vu d'un coup sortir d'une très belle voiture noire Kate Middleton, le prince William, et là on voit le prince Harry et Meghan Markle tous réunis, un peu comme au temps béni des Quatre Fantastiques, pour venir saluer cette foule qui s'était réunie en l'honneur d'Elisabeth II. Et on les voit arriver tous les quatre. C'était absolument pas prévu, donc personne ne s'attendait à les voir arriver tous les quatre. Kate, William, Harry et Meghan sont sortis ensemble pour montrer qu'ils étaient unis. Dans ce contexte historique et face aux caméras du monde entier, les deux princes devaient impérativement mettre leur querelle entre parenthèses pour quelques heures. Le chagrin était très important, l'émotion était mondiale et on n'aurait pas compris qu'il reste dans le conflit à ce moment-là. Face à l'icône que représentait Elisabeth II, et pour la nation, et pour le monde, et pour la famille royale, il fallait absolument montrer une cohésion, même s'il était imparfaite. On a eu un moment de flottement en se disant mais est-ce que c'est vraiment ça? Comment est-ce qu'ils vont se comporter? Qu'est-ce que ça va dire? Comment on va les voir ensemble? Ce jour-là, les deux couples princiers assurent le strict minimum syndical. L'ambiance est glaciale. Le rapprochement tant attendu n'aura jamais lieu. C'est une opération de communication d'ampleur, bien sûr, on le sait, parce que les deux frères sont fâchés depuis 2020 et les deux belles-sœurs, Meghan et Kate, ne s'entendent pas du tout. Les deux frères ne se sont pas adressés un mot durant ces quelques minutes devant les grilles du château de Windsor et, pire que tout, Kate et Meghan ne se sont même pas regardés. Ils sont arrivés à un stade d'inimitié entre les deux couples que tout devait être prévu à l'avance. Qui sort de la voiture en premier, qui sort de la voiture en deuxième, comment on se prépare, comment on se présente aux gens.
Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? On a tous vu ce moment qui a été capturé par un téléphone portable où évidemment les gens donnent des fleurs, notamment à Meghan Markle et au prince Harry, et elle les dépose à un endroit et quelqu'un du staff lui dit non, c'est pas là. Et elle se retourne extrêmement agacée en disant oui, bah moi on m'a dit de la poser là. Donc on sent qu'il y a une tension, elle est à fleur de peau et on sent la douleur qu'elle a, elle, à être là, de retour dans cette famille royale qu'elle probablement n'aime pas beaucoup, elle se sent extrêmement malheureuse. Le comportement de Meghan Markle exprime clairement un malaise. Incomprise et rejetée par une partie des Anglais, elle attire tous les regards. Au cœur de la séquence tragique que traverse la famille royale, sa sincérité est même totalement remise en question par une partie de l'opinion. Un nouveau scandale semble se profiler. On a, de la part de Meghan Markle, un côté parfait. Un côté tellement parfait qu'il en devient douteux. Meghan Markle, à ce moment-là, elle retrouve indiscutablement sa casquette d'actrice. Meghan Markle a-t-elle profité du décès d'Élisabeth II pour faire parler ses talents de comédienne? Son chagrin était-il sincère ou entièrement simulé? Le comportementaliste Franz Bagoé s'est penché sur les images pour éclaircir le mystère. Donc déjà, il faut savoir que pourquoi on pleure et pourquoi on montre qu'on pleure. En fait, on montre qu'on pleure parce qu'on est perçu favorablement par les autres lorsqu'on pleure. Donc on attire la sympathie. Et donc, pour pouvoir pleurer sur commande, elle se remémore un souvenir triste et ça lui fait verser une petite larme. Ce souvenir est-il pour autant intimement attaché à la reine Élisabeth? Meghan est-elle réellement touchée par la perte de l'arrière-grand-mère de ses enfants? Elle pleure de façon authentique par rapport aux souvenirs dont elle se remémore et pour donner une image d'elle vraie par rapport à la situation actuelle, donc à la mort de la reine Élisabeth. Je ne peux pas dire avec certitude qu'elle pleure pour Élisabeth, mais je ne peux pas dire avec certitude qu'elle n'est pas triste quant à la mort d'Élisabeth. La larme est-elle sincère? Oui, non, c'est très difficile à dire. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que Meghan Markle, ce jour-là, elle apparaît plus comme actrice que comme duchesse de Sussex, plus comme une professionnelle de l'image que comme bien une petite fille par alliance qui vient de perdre sa grand-mère. Et on sait qu'elle a une très grande propension, comme toutes les actrices d'ailleurs, à pouvoir pleurer sur commande. Élisabeth II avait confié, notamment à l'une de ses dames de compagnie, une de ses cousines qui était là depuis très très longtemps, le soin d'expliquer à Meghan les tenants, les aboutissants du fonctionnement de la famille royale. Semble-t-il que ça n'a pas porté assez ses fruits. La bienveillance de la reine envers Meghan Markle sera effectivement de courte durée. Entre la famille royale et la comédienne américaine, rien ne fonctionne comme prévu. Le prince Charles a beau débourser 40 millions d'euros pour le mariage de son fils, la cérémonie n'a pas lieu dans la plus grande sérénité. Ce mariage était absolument incroyable à bien des niveaux. Et il y a justement cette fameuse histoire de tiare. Donc Meghan avait vu, parce que la famille royale possède quand même une collection de bijoux assez hallucinante, et une tiare absolument sublime, et c'est celle-là qu'elle voulait pour son mariage. Et en fait, la reine Elisabeth, à l'époque, a dit non, parce que on ne peut pas utiliser n'importe quel bijou dans n'importe quel contexte. Chaque bijou a une histoire, etc., etc. Donc c'était non. Et sauf que ça, en fait, ça s'est pas passé. C'est-à-dire qu'évidemment, elle est allée en parler à Harry, qui a littéralement fait trembler les murs de Buckingham avec ce désormais classique, ce que Meghan veut, Meghan a. Donc elle est allée se plaindre à son mari, qui du coup est monté au créneau et qui en a dit non aussi. 18 mois séparent le mariage du couple princier de son retrait officiel de la famille royale. 18 mois, pendant lesquels l'épouse du prince dit avoir quotidiennement souffert d'un environnement ultra hostile. Pour une Californienne, le cahier des charges draconien imposé par Buckingham peut vite devenir infernal. Car le protocole ne supporte pas la moindre approximation. Le quotidien d'une princesse, c'est dès le matin, dès le lever du jour, être
réveillés par une équipe d'assistantes, de femmes de chambre qui viennent d'emblée vous faire part de la journée qui va suivre. L'agenda d'une princesse est orchestré et réalisé plus d'1 an à l'avance, c'est-à-dire qu'elle sait quelle tenue elle portera dans le cadre de tel événement, puisque une robe, une couleur est rarement choisie au hasard en fonction de la ville qui est visitée ou de la personne qui va être rencontrée. Le protocole pour les princesses, c'est une sorte de salle de torture. Qu'est-ce qu'il y a dans le protocole qui est agréable et facile pour une princesse? Rien. 500 et 1500 engagements officiels par an. C'est-à-dire tous les jours. Il faut mettre la robe, il faut mettre la couronne dans le sens symbolique, il faut se maquiller, se lever, être toujours de bonne humeur, sourire, être présent pour les gens. C'est pesant comme travail. C'est une vie d'obligation et de sourire. Vous passez votre temps à sourire, vous passez votre temps à être de bonne humeur, vous passez votre temps à être en forme, vous passez votre temps à être contente d'être là où vous êtes et de faire ce que vous faites. Que vous le soyez ou que vous ne le soyez pas. Que vous ayez passé une mauvaise nuit ou une mauvaise journée la veille, ou que vous soyez enguirlandé avec vos enfants, votre mari ou autre, le système, quelque part, s'en moque. Ce qu'il veut, c'est que vous soyez impeccable. Cette vie, cadrée jusque dans les moindres détails, se déroule évidemment sous l'œil omniprésent des médias. Chaque faux pas, chaque couac finit toujours par être révélé au public, même quand il a lieu entre les murs d'un palais. Meghan Markle l'a bien appris à ses dépens. Le problème avec Meghan et pour Meghan, c'est qu'elle vient d'un autre monde. Elle vient de Hollywood. Alors Hollywood se prend pour une famille royale, mais c'est pas la même famille royale. Les relations avec les employés, par exemple, sont complètement différentes. À Hollywood, on vire tout le monde quand on veut, on engueule tout le monde quand on veut, et ça ne se fait pas dans la famille royale. Automne 2018. Une dizaine d'employés de la couronne entament une procédure pour harcèlement contre Meghan Markle. L'information qui devait rester confidentielle se retrouve très vite relayée par la presse internationale. Quand même pas hyper cool, quoi. Ça a l'air d'être assez compliqué de travailler avec elle. En fait, je pense que c'est assez compliqué de lui dire non. Elle a usé un certain nombre de collaborateurs qui ont même fait le Survivor Meghan's Club, qui regroupait plusieurs ex-collaborateurs du couple et qui expliquaient qu'ils étaient assez impatients, assez nerveux, qu'ils voulaient les choses très rapidement. L'une d'elles a même, qui a quand même été l'une des collaboratrices proches de la présidence américaine, a expliqué qu'il avait l'impression de travailler avec des adolescents hystériques. Ce scandale fera définitivement chuter la popularité de Meghan en Angleterre. Et 5 ans plus tard, le dossier reste toujours aussi sensible. Écrasée par le protocole, Meghan Markle s'est heurtée à un mur dont elle n'a jamais mesuré l'épaisseur, aussi invraisemblable que cela paraisse encore aujourd'hui. Elle sait, enfin normalement, elle sait ce qui va lui arriver. On a l'impression qu'elle pleure et qu'elle se dit « Oh là là, c'est terrible, ce qui m'arrive, ce qui me tombe dessus, la presse, l'harcèlement, etc. » Mais en même temps, on ne peut pas avoir 36, 37 ans et se dire qu'on ne savait pas. En fait, elle s'est rendue compte que le moindre de ses mouvements était scruté, la moindre parole devait être approuvée par des services de communication et qu'elle ne pouvait pas avoir sa vie indépendante. Étant elle-même actrice, Meghan Markle a pu croire quand elle a commencé, quand elle est arrivée, quand elle a intégré la famille royale, qu'elle saurait gérer tout ça, qu'elle saurait gérer la pression des médias, qu'elle saurait gérer le fait d'avoir un styliste qui lui dise où se mettre, quoi porter, etc. Pour autant, ce qu'elle n'avait pas pu envisager, c'était ce en quoi consiste le quotidien d'une femme au sein de la famille royale, au sein des Windsor. Elle ne pouvait pas le savoir à l'avance. Quand on est princesse, on ne peut plus réellement faire ses courses. On ne peut pas débarquer dans un supermarché facilement et aller acheter des chips et de la bière pour l'apéro. Il y a des choses auxquelles on se confronte et on s'y fait ou pas. Il se trouve que Meghan n'a pas pu s'y faire. Renoncer pour elle à sa carrière, à sa liberté de parole, à ses choix personnels, à ses engagements aussi, parce que c'était une femme qui était extrêmement engagée, qui tenait un blog, qui tenait un compte Instagram. Elle a dû fermer tout ça. Et pour elle, ça a été énormément de sacrifices. Et finalement, elle n'était pas prête à en faire autant. Je l'aime. Je la trouve totalement merveilleuse. C'est une très belle personne et elle fera un travail magnifique. Entre Meghan Markle et la Grande-Bretagne,
Tout avait pourtant commencé sous les meilleurs auspices. Meghan était même la recrue idéale pour ancrer la couronne britannique dans le XXIe siècle. C'était complètement magique. Ça fait chaud au cœur. Compte tenu de notre histoire aux États-Unis, d'être ici et de le voir en vrai, c'est incroyable. C'est magnifique. Avant son mariage, elle était quand même considérée comme une icône de modernité, comme un vent de fraîcheur au sein de la monarchie. Elle a été adulée, tout le monde l'a trouvée extraordinaire, sympathique. Tout le monde a trouvé ce mariage d'une modernité absolue. Personne n'aurait pu imaginer un pasteur baptiste au sein de la chapelle Saint-Georges en train de faire un sermon de 10 minutes devant la reine d'Angleterre. Là, elle a été vraiment encensée. L'idylle sera de courte durée. À la période de grâce, succède une descente aux enfers, savamment orchestrée. Ensuite, et notamment sur les réseaux sociaux, il y a eu énormément de déversements de haine, de racisme, de misogynie, des choses totalement insupportables et vraiment qui ne devraient pas avoir lieu. D'emblée, avec Meghan Markle, c'est un déferlement que l'on ne peut pas maîtriser, puisque Meghan Markle, elle est loin d'afficher le profil parfait. Meghan Markle, elle est américaine. Meghan Markle, elle est actrice. Elle est divorcée. Elle est métisse. Ça fait beaucoup pour une seule femme. Les tabloïds du monde entier se jettent sur Meghan comme une proie, en quelque sorte. Une certaine presse a aussi cherché à savoir un peu plus sur ses relations avec son père. Il y a eu des échanges de lettres, des lettres qui ont été publiées. Donc elle a une vraie défiance, une vraie colère envers une certaine presse britannique. Impitoyables, les tabloïds vont même jusqu'à faire remarquer que l'épouse du prince Harry enfreint le protocole à chacune de ses sorties. Elle fonctionne comme une star hollywoodienne. Elle fait des selfies, elle embrasse les gens, elle signe des autographes. C'est sa matrice, quelque part. C'est ce à quoi elle a été formée, c'est ce vers quoi elle tendait avant de rencontrer le prince Harry. Donc, cette manière d'être ne colle pas avec les protocoles habituels, classiques de la famille royale, où logiquement, on ne fait pas de selfie, on ne s'embrasse pas. Autre point noir majeur dans la trajectoire de Meghan, l'impossibilité de faire fructifier la popularité planétaire acquise grâce à son mariage avec Harry. La plus haute autorité monarchique ne s'est d'ailleurs pas privée de lui rappeler où se situait la ligne jaune. Le problème, en fait, de la popularité d'Harry et Meghan, c'est pas qu'ils soient populaires, c'est qu'est-ce qu'ils en font, précisément. Si c'est pour un jour imaginer des pop-corn Harry et Meghan, si c'est pour imaginer du Coca-Cola Harry et Meghan ou de la mayonnaise Harry et Meghan, en termes d'image royale britannique, c'est une vraie catastrophe. C'est pour ça que, lorsqu'ils sont partis, Elisabeth II a expliqué qu'il n'était pas possible qu'il crée une marque duchesse de Sussex, parce que ce n'est pas une marque, c'est un titre. C'est un titre nobilier. C'est comme si vous êtes général d'armée et que vous créez une marque général d'armée. Ce n'est pas possible, c'est un titre, c'est une fonction. Arrivée dans la famille royale en véritable ovni, Meghan Markle a largement souffert de la comparaison permanente avec une autre princesse qui, elle, a toujours récité sa partition sans le début d'une fausse note. Kate, elle est très parfaite. Elle ne fait jamais de gaffe. Elle est toujours super souriante. Elle fait tout ce qu'on lui demande. Elle est très populaire. Elle a produit plein d'enfants. Tout le monde est content. Kate Middleton a compris que son bonheur à elle passe après beaucoup de choses. Il passe après le bien-être et la stabilité de l'institution monarchique. Et c'est ce qui compte quand on est princesse. L'indomptable Meghan d'un côté, la docile Kate de l'autre. Les deux femmes ne partagent rien, mais sont obligées de cohabiter dans un écosystème explosif. C'est le scénario idéal pour les journaux britanniques qui ne cesseront de mettre de l'huile sur le feu. Il y a probablement beaucoup de raisons au fait que Kate Middleton et Meghan Markle ne s'aiment pas. Il y en a une qui est très très simple, qui est tout simplement qu'on n'aime pas tout le monde et qu'on n'aime pas forcément sa belle-sœur. Et je pense que vraiment le postulat de départ, l'inimitié entre les deux, c'est ça. En fait, elles s'aiment pas, elles s'apprécient pas, elles seraient pas copines dans la vraie vie. La rivalité entre Meghan et Kate est largement une création médiatique parce que on aime bien imaginer que les deux épouses des deux princes vont se crêper le chignon, qu'elles sont jalouses, qu'elles sont méchantes parce que c'est des femmes et voilà. En réalité, je pense que la vraie rivalité, c'est celle des deux frères et que c'est là que ça coince. Que les deux femmes, Kate et Meghan, ne s'entendent peut-être pas très bien parce qu'elles sont très différentes, c'est possible. La presse n'a pas créé la rivalité Meghan-Kate, mais la presse l'a extrapolée. Ce qui crée la rivalité, la compétition, la différence,
Ce sont des aspirations vitales totalement différentes. On voit bien que Kate, dans sa vie sociale, a une sorte de ligne droite vers le rôle qu'elle tient aujourd'hui. Tandis que Meghan, qui vient d'une société différente, qui avait épanoui une notoriété différente par le cinéma, s'est retrouvée en porte-à-faux avec cette étiquette de la famille royale. Forcément, à un moment donné, leur trajectoire allait diverger, voire s'affronter. C'est le rêve d'avoir deux princesses qui se battent comme ça. Une américaine et une anglaise. Celle qui est déjà en place et la nouvelle. C'est super pour les médias. Mais je pense que c'est plus un conflit entre Kate, qui joue le jeu, qui respecte les règles et elle fait son travail, et Meghan, qui était la nouvelle et qui a essayé de faire un peu la rebelle. Pour la comédienne américaine, la partie était perdue d'avance face à une belle-sœur décidément toujours plus royale que royale. En fait, dans cette famille, la rebelle, ça ne marche pas. Parce que c'est comme un régiment, il faut obéir aux règles. Et être rebelle dans cette famille, ça n'a pas de sens. Parce que le seul sens de cette famille, c'est de rester stablement en place. À Buckingham, il y a des règles, il faut les respecter. C'est ce qui a été très douloureux, notamment pour Meghan Markle, qui était une actrice indépendante, divorcée, et qui est arrivée à Buckingham dans la famille royale, et qui a dû fermer son blog, abandonner ses chiens, abandonner son travail. Et c'est ça qui fait qu'elle s'est sentie, sans doute, pas heureuse là où elle était. Ces erreurs à répétition alimentent évidemment le duel médiatique à distance entre Meghan et sa belle-sœur. Malgré elle, chacune se retrouve cantonnée dans un registre bien précis. Les médias ont extrapolé ça. Que les médias ont horreur de la nuance, surtout la presse people qui n'est pas très forte en matière de nuance. Donc il fallait que Kate soit Katissime et que Meghan soit Meghanissime. Et bien entendu, on a cultivé cela. Donc on les a poussées chacune aux extrémités de leur rôle. Dans celui de la princesse entièrement dévouée à sa tâche, et surtout très heureuse de l'être, Kate Middleton est parfaite. Un sans faute qui ne doit rien au hasard. Elle a vraiment voulu le job. Elle a travaillé pour décrocher le job. Et la différence, elle est là. Donc Kate, elle savait où elle mettait les pieds, elle était parfaitement entraînée et elle a eu le temps de se faire à ce rôle. C'est ce qu'on lui demande, d'être extrêmement lisse, extrêmement souriante, extrêmement jolie, extrêmement polie. Elle a eu des cours de média training pour ça. On lui a appris à se comporter en public et justement à ne absolument rien laisser dépasser. On aime Kate, une bonne Anglaise, avec une belle histoire, la routurière qui devient une princesse, qui nous montre que c'est possible de devenir princesse. C'est une bonne élève. On peut la reprocher d'être un peu lisse de temps en temps. Mais dans le fond, on aime bien ces Anglaises qui put up and shut up, enfin, qui gèrent et qui ne disent pas grand-chose. Derrière un sourire et une façade toujours impeccable, la future reine d'Angleterre ne laisse rien paraître des épreuves qu'elle doit affronter. Depuis son entrée dans le clan Windsor, elles n'ont pas manqué. « 29 avril 2011. C'est une Kate Middleton filiforme qui épouse le prince William. Le physique de la nouvelle princesse de Galles interroge. Transformation physique particulièrement visible. Dans les mois qui ont précédé son mariage, Kate Middleton va maigrir considérablement. Elle n'est plus mince, elle est maigre lorsqu'elle se présente au matin du 29 avril 2011 en l'abbaye de Westminster et qu'elle descend de la célèbre Rolls-Royce au bras de son père. On sait, on le saura, elle le confiera. Sarah Burton, qui est en charge de la création de la robe de mariée pour Alexander McQueen, devra reprendre la robe à plusieurs reprises et le matin même encore du mariage, ce qui provoque quelques minutes de retard sur l'horaire qui a été établi puisque Kate n'a cessé de mincir jusqu'au dernier moment. On sait Kate Middleton stressée par ce mariage avec les terribles conséquences que peuvent entraîner un événement d'envergure planétaire. À dire qu'elle est anorexique, c'est un peu... Cette pression de l'image est à ce point importante pour une princesse qu'il y aura d'ailleurs la maladie des princesses, qui est de l'anorexie. On appelle ça la maladie des princesses, puisque l'on sait que dans toutes les cours, presque, ils ont une princesse anorexique. L'Espagne, c'est Laetitia, la Suède, c'est Victoria. Et bien, en Angleterre, ça pourrait être Kate Middleton. Désireuse d'être toujours irréprochable dans son rôle de princesse, Kate Middleton vivra donc particulièrement mal un scandale qu'elle a provoqué par pure maladresse.
Il y a effectivement une photo des temps anciens qui justement a été prise donc, de Kate Middleton topless. Été 2012. Kate et William sont paparazzés lors de leur séjour dans le sud de la France. La presse anglaise ne publie pas les photos de Kate seins nus, mais le reste de la presse people européenne se jette sur les clichés. Le scandale se répand comme une traînée de poudre. La princesse de Galles saisit la justice. Très échaudée par cette tempête médiatique, Kate Middleton a depuis réalisé un sans faute. Cadrée au millimètre, son image n'offrira plus jamais aucune prise à la critique. Kate sait parfaitement se positionner par rapport aux médias. On a vu rarement des moments où on aurait pu la remettre en cause. Kate est totalement formatée. Elle sait comment se positionner, comment les gérer. Il y a peu de critiques à son égard parce qu'elle se veut classique. C'est le rôle qu'elle endosse, c'est l'image qu'elle veut donner. C'est l'un des secrets les mieux gardés de Buckingham. Pour devenir totalement irréprochable, Kate Middleton a subi une formation de choc digne des meilleurs thrillers. Elle a, Kate Middleton, accepté aussi ce que beaucoup d'autres femmes n'auraient pas accepté. 9 ans d'attente entre la rencontre et le fait qu'elle puisse remonter enfin cette interminable nef de Westminster qui fait les reines d'Angleterre. Donc elle a accepté d'attendre et surtout, elle a déjoué les pièges qui étaient lancés par William et les équipes de Buckingham Palace, puisque l'on sait qu'à plusieurs reprises, on a tenté de piéger Kate en donnant de fausses informations. On a testé Kate Middleton en lui donnant de fausses informations. On lui disait le prince va rencontrer telle personne. Le prince va se rendre à tel endroit. Tout cela pour tester la loyauté de Kate Middleton, la fidélité de Kate Middleton. En mère et en épouse heureuse, la princesse de Galles s'est parfaitement positionnée dans son rôle de future reine consort. Mais gare aux apparences, le couple Kate-William, ce n'est pas que du bonheur. Le prince William n'a pas du tout ce côté débonnaire, bonne patte, prince à la cool. C'est une terreur. Il a des colères terribles. Il part très très vite, il part au quart de tour. Il parlera pas forcément mal aux gens parce que son éducation fait que c'est quelque chose qui est complètement anti-nature. Mais il peut s'énerver, il a vraiment des colères noires. Et Kate Middleton, justement, ce que les gens apprécient beaucoup avec elle dans la sphère un peu plus privée, c'est qu'elle arrive à le calmer, elle arrive à le canaliser. Si elle doit gérer les colères de son mari, Kate Middleton doit aussi composer avec un aspect encore plus déplaisant du prince William. Sujet particulièrement sensible en Angleterre, les infidélités de William sont toujours l'objet de rumeurs lourdement insistantes. Dans le plus grand silence, Kate aurait souffert d'écarts de conduite à répétition de son royal époux. William aurait trompé Kate avec une comtesse, une baronesse, qui faisait partie de leur cercle d'amis depuis très longtemps. William aurait eu une aventure avec une certaine Lady Rose, qui est marquise et qui est l'une des voisines de Kate et de William lorsqu'ils sont à Hammer Hall, dans leur résidence de campagne à Windsor. Il y a quelque chose qui est très surprenant, c'est de voir à quel point, quand le bruit a commencé à se répandre dans les médias, et bien du jour au lendemain, cette fameuse Lady Rose, elle a totalement disparu de la sphère royale. À la demande de Kate Middleton, dit-on, et l'une des amies de Kate Middleton racontait, lorsqu'elle était interrogée, elle dit: est-ce que Kate est peinée par cet épisode de Lady Rose? Cette amie a répondu: vous savez, Kate, Lady Rose, elle ne sait même pas qui c'est. Pendant que William, à la limite, batifole, eh bien Kate, elle réalise des croquis pour connaître le joyau qu'elle arborera le jour où elle deviendra la reine Catherine. Chacune à leur manière, Kate Middleton et Meghan Markle portent sur leurs épaules un lourd héritage. Celui d'une princesse qui a entièrement détricoté le conte de fées pour en faire un cauchemar. Avec Diana, rien ne sera plus comme avant dans la galaxie Buckingham. Une princesse, ça peut être abandonnée, ça peut être humiliée, ça peut être maltraitée. Celle qui ouvre le bal triste des princesses malheureuses, c'est Lady Diana. Peut-être parce que ça a été la première à le dire, à l'assumer, qu'elle a été victime d'un emballement de la presse people, mais qu'elle a été aussi bénéficiaire de l'ère de la vérité et de la transparence.
C'était pourtant avant les réseaux sociaux, avant Internet, avant les téléphones portables, mais Lady Diana, par la presse et par ses propres confessions, parce qu'elle s'est beaucoup confessée, a mis sur le tapis mondial les malheurs d'être princesse. La princesse Diana, c'est pas vraiment une enfant gâtée, c'est quelqu'un qui est arrivé là dans un mariage arrangé, qui s'est un peu trompé de mariage, qui pensait être dans un conte de fées, puis qui s'est retrouvé dans un ménage à trois. Elle a marché dedans et finalement, elle a trouvé qu'elle n'avait pas sa place et surtout, elle n'arrivait pas à se plier à ce règlement très strict de la famille royale de rester en arrière, de juste produire des enfants et être la princesse parfaite. Oui, une princesse peut péter les plombs. Dans le cas de Diana, à partir de 1994-95, il y a tellement de souffrance, il y a tellement de désespoir aussi, je pense, que ça part dans tous les sens en termes de communication. C'est elle qui vraiment a commencé à faire des interviews où elle révélait tout et elle trouvait toujours le journaliste pour la croire et pour la soutenir. Elle manipulait hyper bien les médias tout en souffrant parce que, en échange, il la traquait absolument partout. Interview, confession sans limite et manipulation outrancière des médias, Diana ne reculera effectivement devant rien pour détruire l'image de sa belle famille. La monarchie britannique est quand même pas habituée à ça, hein. C'est le fameux never complain, never explain. On lave le linge sale en famille, voilà, et pas dans la presse du monde entier. La reine des paparazzas organisés était Diana. À plusieurs reprises, à partir du moment de la séparation avec Charles et puis du divorce, à plusieurs reprises, elle a fait en sorte que les journalistes soient informés de l'endroit où elle était, où elle descendait, de façon à être présente le lendemain dans les médias. Son obsession était de voir disparaître le prince Charles et de lui montrer en tout cas qu'elle pouvait vivre sans lui, qu'elle était même plus forte que lui. Lorsque Diana, par exemple, descend dans le sud de la France, les photos sur le yacht de Dodi ou sur une plage eh bien, vont occuper les 10 premières pages du magazine et l'événement que ce jour-là organisera, par exemple, le prince Charles eh bien, est relégué en page 15, voire en page 20 de ce même titre. C'est une femme meurtrie, c'est une femme blessée, c'est une femme qui sait peut-être plus vraiment où elle en est à ce moment-là. Diana, femme blessée. C'est justement en partageant ses malheurs avec l'opinion publique que la princesse de Galles entre dans une nouvelle dimension. Elle devient la princesse des cœurs, la femme la plus populaire du monde. Pourquoi cette image flamboyante de la princesse Diana? Elle a cherché à un moment de prouver presque de façon insolente qu'elle méritait une place. Et elle est devenue la princesse des œuvres caritatives. Celle qui courait le monde pour rencontrer les démunis, une sorte de sœur Teresa de la royauté. Il y avait le désir de montrer qu'elle était quelqu'un. Elle avait le désir de s'imposer dans une sorte de revanche de l'intime. Alors bon, forcément, c'est beau. En contribuant au malheur de Diana, Buckingham fait d'elle une icône intouchable. La princesse de Galles devient même le pire cauchemar de la couronne d'Angleterre. C'est Diana qui a réussi à passer de la princesse qui n'existe que par son mari à la princesse qui existe par le peuple. Mais vous voyez bien qu'en faisant cela, elle fait de la princesse une bombe anti-monarchique. Et donc une princesse féministe, c'est une princesse qui nous dit « la monarchie c'est fini », puisque le temps des femmes à égalité avec les hommes est arrivé. Si Diana est la première à exprimer publiquement son immense malaise, d'autres, avant elle, ont souffert en silence derrière les rideaux en soie des palais. Dans ses appartements de Buckingham, Élisabeth II a dû longtemps repenser au sacrifice imposé par ce destin de reine qu'elle n'a paradoxalement pas choisi.
À sa naissance, la princesse Elisabeth n'est destinée qu'à être un membre totalement secondaire de cette institution. Elle est la fille du prince cadet, donc elle est destinée à devenir une vague cousine qui vit tranquillement dans un manoir à la campagne, qui va à la chasse, s'occupe de ses chevaux, et d'ailleurs ce sont là l'essentiel de ses préoccupations. Elle confie même à beaucoup d'amis qu'elle souhaite vivre une vie très tranquille à la campagne, avec son barbour, ses bottes, on est très très loin du faste des palais. Et puis à 10 ans, le monde s'écroule, le ciel lui tombe sur la tête lorsque son oncle abdique et donc le trône revient à son père George VI. Et à partir de ce moment-là, la vie de la reine Elisabeth, enfin de la future reine Elisabeth, ne lui appartient déjà plus. À seulement 25 ans, Elizabeth Windsor commence une nouvelle vie. Elle ne sera faite que de devoirs et de sacrifices, souvent au détriment du bonheur de ses proches. La reine Elisabeth a évidemment mis ses desiderata personnels derrière le sens du devoir. Et parfois, elle a dû faire des choix qui, personnellement, lui ont brisé le cœur, que ce soit pour les amours de sa sœur Margaret, qui ont été extrêmement contraintes et qui l'ont rendue très malheureuse. Margaret, la sœur d'Elisabeth, qui tombe amoureuse de Peter Townsend, cet aviateur héroïque, elle voudrait convoler avec lui, et on lui dit « bah non, tu es princesse, il n'est pas question d'être avec cet homme, aussi admirable soit-il, il peut avoir les médailles, il peut être resplendissant, il peut, mais non, c'est pas ton rôle. » Margaret, la princesse aux yeux tristes, en quelque sorte, qui va se voir refuser d'épouser l'homme de sa vie, le commandant Peter Townsend, parce qu'il est divorcé et que sa grande sœur, en tant que chef d'État, est également chef de l'église anglicane, donc elle ne peut autoriser ce mariage. Élisabeth a aménagé le protocole en fonction de son expérience de vie, sans doute qu'elle regrettait, de ne pas avoir offert à sa sœur la possibilité de connaître cet amour-fusion avec Peter Townsend. Pourtant, près de 20 ans plus tard, c'est toujours au nom du devoir qu'Élisabeth II mettra son veto à un autre mariage. Celui de son fils Charles et de Camilla, précipitant du même coup l'arrivée de Diana chez les Windsor. Charles n'a pas pu épouser la femme qu'il aimait. Camilla n'a pas épousé l'homme qu'elle aimait. Diana a épousé l'homme qu'elle aimait, ou en tout cas qu'elle croyait aimer, mais c'était pas l'homme qu'elle pensait être. Donc il y a beaucoup de malheur, évidemment, dans cette famille, dans le fait d'être une princesse ou de refuser d'en être une. Avec Meghan Markle, la famille royale britannique replonge justement dans un scandale qui ressemble très curieusement à celui provoqué par Diana en 1997. L'épouse américaine d'Harry a parfaitement retenu la leçon pour frapper sa cible en plein cœur. La recette de la princesse malheureuse est indémodable. Le remake est à la hauteur de l'original. C'est quoi son business? C'est de vendre du Meghan et de vendre son mari. Et donc on fait des confessions télé, on fait des livres, on fait des bons teasings avec le scandale suivant, et il faut toujours nourrir la machine. Et de ce côté-là, elle est très forte. Ça ne veut pas dire qu'elle invente ce qu'elle raconte, mais elle l'exploite très très bien. Sans doute que ça a eu plus d'impact que Lady Diana avec Panorama, parce que, entre-temps, l'écho planétaire s'est développé. Et que donc tout est repris beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. Dévoilés au grand jour dans leurs moindres détails, les tourments de Meghan Markle à Buckingham ont abîmé l'image de la couronne d'Angleterre. Heureusement pour elle, l'institution a dans ses rangs une princesse modèle, dévouée corps et âme à sa fonction. Kate, finalement, quelque part, c'est un peu l'anti-Diana. C'est-à-dire que Kate va être dans le devoir, dans la discrétion, c'est la bonne épouse, et donc elle ne va pas s'affranchir, comme Diana, des règles du protocole. 13 ans après son mariage avec William, Kate Middleton continue d'apparaître comme une femme pleinement heureuse. Une existence paisible dans sa nouvelle résidence d'Adelaide Cottage au cœur du Berkshire, où elle peut élever tranquillement ses 3 enfants. Mais le statut de princesse la prive encore et toujours de beaucoup de choses parmi les plus essentielles. L'aller au théâtre, oui, c'est possible, mais bien staffé avec des gens autour. Aller au cinéma, c'est possible, mais il faut toute une ribambelle de sécurité autour, quoi. Que ça soit protocolaire, organisé. Tu peux pas se faire une sortie spontanée.
C'est pas possible. Si Kate Middleton veut aller à Disneyland, à Legoland, à Windsor, au cinéma, chez McDonald's ou Burger King, peu importe, c'est pas possible. C'est comme ça. Mettez Kate et William demain chez McDonald's à Londres. Vous allez voir l'émeute que vous allez créer. Lorsque vous êtes princesse, vous ne pouvez pas aller dans un grand magasin et décider de vous lâcher et qu'aujourd'hui c'est Noël et de repartir avec 5 sacs de vêtements. Ce n'est vraiment pas possible. Vous pouvez le faire, c'est-à-dire vous pouvez demander à quelqu'un de le faire pour vous, mais vous ne pouvez pas vous pointer chez H&M, Zara ou d'autres marques très connues de ce type-là et décider qu'aujourd'hui c'est le jour du blanc et que vous récupérez tout. C'est une vie personnelle très encadrée qui attend les membres de la famille royale. Quant à la vie professionnelle, elle est tout simplement inenvisageable. Lorsque l'on est princesse, on ne peut pas exercer une profession qui vous amènerait soit à être trop exposée, mais c'est déjà presque une profession en elle-même. Et les obligations sont telles que, effectivement, ça occupe énormément. Les visites, les voyages, les divers engagements qu'ont les uns les autres, c'est une mission plus qu'un travail. Et c'est vrai que vous n'êtes pas amené à exercer une profession autre. Kate Middleton a beau être diplômée en histoire de l'art, on ne fera jamais appel à ses compétences. Pourquoi une princesse ne peut pas travailler? D'abord parce qu'on considère que être princesse est un travail, et même un full-time job, comme disent les Britanniques, un travail à plein temps, et que si en même temps on veut être coiffeuse, cavalière, actrice ou fraiseuse, c'est pas possible. Mais ça cache aussi autre chose. Ça cache aussi dans la couronne britannique un mépris total aristocratique pour le travail. On ne doit pas travailler parce que le travail, c'est sale. C'est pour les roturiers. Pas de travail, mais pas question non plus de rester les bras croisés. Une princesse obéira, quoi qu'il arrive, à une feuille de route bien précise. Les 3 rôles principaux de la princesse chez les Windsor, c'est finalement de soutenir son époux, de faire des enfants, mais aussi d'être engagée et très présente sur le terrain dans de nombreuses associations et œuvres de charité. Ça veut dire, aujourd'hui, on attend la princesse ici pour ouvrir ce pont ou pour visiter ce EHPAD. Donc, elle y va, elle serre la main quand il faut, elle sourit à tout le monde. La famille royale soutient le peuple. Voilà. Il faut arriver à faire la conversation, à dire quelques mots, à défendre une cause comme celle des enfants, tout en n'ayant aucun engagement politique, tout en n'ayant aucun travail professionnel. C'est vraiment un art du funambulisme, en fait. Un art que maîtrise comme personne la princesse Anne, le 2e enfant de la reine Élisabeth. Camilla, la femme de Charles III, s'est largement inspirée de sa belle-sœur pour réussir son intégration dans la famille royale. Anne est justement une femme de devoir qui est toujours passée sous les radars des tabloïds et des critiques grâce à un dévouement de tous les instants. La princesse Anne, elle n'est pas très glamour, mais apparemment c'est elle qui bosse le plus dans la famille royale. Elle fait le plus de représentations publiques. Elle défend plein de causes d'œuvres charitables. Elle s'intéresse beaucoup aux chevaux, et si on ne s'intéresse pas beaucoup aux chevaux, apparemment on n'a pas beaucoup de conversations avec elle. Mais elle fait son travail et sa vie personnelle reste en arrière. Donc quelque part, la princesse Anne, pour nous, elle semble ennuyeuse parce qu'elle ne crée pas de scandale. Et c'est exactement ça qu'on demande. Avec la princesse Anne, la reine consort Camilla est aujourd'hui la plus active sur le front de la représentation. Devenue un rouage essentiel de la famille royale, Camilla avait pourtant refusé le poste, craignant de ne pas supporter la pression. Il faut avoir la peau dure pour survivre à Buckingham Palace et toutes les princesses ne sont pas capables d'affronter cette atmosphère très lourde, très pesante qui règne continuellement au palais. Camilla Parker Bowles a longtemps redouté ce rôle d'Altesse royale. C'est pour ça qu'au début de sa relation avec Charles, au siècle dernier, elle avait tout simplement refusé de continuer cette histoire. Elle avait refusé d'épouser Charles et elle avait préféré convoler avec Andrew Parker Bowles. Et quand Charles était revenu de l'armée, il avait retrouvé sa Camilla déjà là-bas au doigt.
Mariée, mais pourtant amoureuse de Charles, dont elle devient la maîtresse, Camilla entre chez les Windsor par une porte dérobée. Et les tabloïds sont évidemment aux aguets. Il faut savoir qu'à l'époque, tout était publié, notamment à l'époque, ce qui avait fait tomber le mariage de Sarah Ferguson, une photo donc, de Sarah Ferguson, qui est l'ex-épouse du prince Andrew, avec son conseiller financier John Bryan. Elle était en train de lui lécher les pieds au bord d'une piscine dans le sud de la France. Avec Camilla, la presse à scandale explose toutes les limites. 1993. Une conversation téléphonique ultra intime entre le prince Charles et sa maîtresse est révélée au public. Considérée par les tabloïds comme un membre illégitime des Windsor, Camilla a droit à un véritable traitement de faveur. Je veux me sentir tout contre toi, sur toi, de haut en bas, dedans et dehors. Oh mon Dieu, je voudrais vivre dans ton pantalon. Ce serait beaucoup plus facile de te voir. Je pourrais, Dieu me pardonne, me transformer en Tampax. Il faut savoir aussi également que la plupart des journalistes et des journaux ont été condamnés, certains à des peines de prison ferme pour avoir enfreint la loi pour obtenir ce type d'information. Donc on était vraiment dans une espèce de course à l'échalote, de course à l'exclusivité, qui a fait qu'une certaine presse britannique a dépassé tout cadre légal, a mis des gens sur écoute, a payé des détectives privés. Enfin, ça a été la pire manière d'obtenir des informations dignes des pires barbouzes gouvernementales de bas étage. À l'inverse de Diana ou de Meghan Markle, les problèmes de Camilla commencent avant même son entrée officielle dans la famille royale. Jugée en partie responsable de l'échec du mariage de Charles et Diana, elle sera longtemps la femme la plus détestée d'Angleterre. On se souvient des images où elle est dans un supermarché et où les mamies la poursuivent avec leur caddie pour tenter vraiment de la voir basculer, voire de la faire tomber au sein même de ce supermarché. C'était dangereux pour Camilla Parker Bowles, en tout cas à une certaine époque, de sortir en public. Elle a quand même traversé l'enfer. Il ne faut pas oublier que pendant des années, Camilla a été traquée par la presse, elle a été détestée du public, elle était vraiment la maîtresse à l'époque que tout le monde avait envie de crucifier parce qu'elle faisait tant de peine à Diana. Donc lorsque Camilla est entrée de plein pied dans la vie publique au nom de la couronne, elle avait eu suffisamment de temps pour y réfléchir, pour être aussi briefée, pour être préparée. Pour faire de Camilla le personnage qui fait aujourd'hui l'unanimité dans son rôle de reine consort, Buckingham va totalement reformater la jeune femme. Et le changement est radical. Pour rentrer dans ce moule royal, eh bien Camilla, elle va tout accepter. Elle va accepter de se refaire teinter les cheveux, de se refaire une couleur, que la couleur qu'elle arbore, eh bien, elle est un peu vieillissante. Elle va accepter, c'est beaucoup plus pénible, de se refaire faire les dents, pour avoir des dents beaucoup plus alignées, beaucoup plus blanches, beaucoup plus royales. Elle va accepter de mincir, elle va accepter d'arrêter de fumer, d'arrêter de boire, parce que comme toute Anglaise, elle aime un peu le whisky et un peu certains alcools comme le gin. Eh bien, elle va arrêter presque totalement. Et surtout, elle va accepter de se relooker. Elle qui est terriblement chevaux, campagne et à partir de maintenant, elle devient purement citadine, habillée par les plus grands créateurs. Bref, elle devient prête à être un jour l'épouse du prince Charles III et puis la future reine consort. Elle a pris son temps. Elle n'a pas voulu aller plus vite que la musique. Elle n'a revendiqué ni son rang d'épouse, ni sa place dans la famille royale avant l'heure. Elle a chaque fois obtenu ce qu'elle pouvait et même mieux au moment où elle pouvait l'obtenir. Et voici qu'elle arrive au moment des obsèques d'Élisabeth II comme parfaitement adoptée, comme bru de la reine, comme reine consort désormais, non seulement par la famille, par l'establishment, mais par la société tout entière. Depuis qu'elle est aux côtés de Charles, Camilla surveille le nouveau roi d'Angleterre comme le lait sur le feu. Par mesure de précaution, c'est dans la plus grande discrétion qu'elle a réduit au minimum le nombre de conseillers et d'amis gravitant autour de son mari. Être quelqu'un de connu ou simplement ayant une certaine puissance, c'est évident qu'autour de vous, quelle que soit la sincérité des sentiments qui agitent les êtres, il faut savoir que potentiellement ils sont des traîtres. Potentiellement, à tout moment, ils peuvent devenir les vipères. Ils peuvent devenir les maîtres du cancan, les maîtres du chantage. C'est compliqué d'avoir des amis
lorsque vous êtes princesse, prince, etc. Parce que déjà, par définition, un ami, c'est quelqu'un qui partage les choses les plus intimes que vous pouvez rencontrer dans votre vie. Donc quelqu'un qui n'ira pas raconter aux journalistes ou s'épancher sur Twitter ou je ne sais quoi sur ce que vous ressentez. Donc c'est compliqué de faire confiance d'une manière générale quand vous êtes membre d'une famille royale. Dans ce climat de suspicion, les seules personnes auxquelles les membres de la famille royale font une entière confiance sont la garde rapprochée qui les suit en permanence. Appartenir au clan Windsor, c'est aussi vivre sous très haute surveillance. Une princesse est en permanence accompagnée aussi d'un service de sécurité qui est très très important, qui ressort d'ailleurs de Scotland Yard. On est vraiment au sommet de la hiérarchie du royaume. Ce sont les experts en sécurité les mieux armés, les mieux aguerris, les mieux formés du royaume. Ils ont en charge la sécurité des membres de la famille royale et du gouvernement. Et ils subissent tous un très très long stage avant de pouvoir rentrer au sein même de la famille royale. Et comme on n'est jamais trop prudent, depuis les années 80, cette formation de choc est également obligatoire pour toutes les nouvelles arrivantes chez les Windsor. À leur arrivée dans la famille royale, elles doivent suivre un stage commando où elles apprennent à se protéger aussi elles-mêmes. Elles sont par exemple mises en condition d'une course-poursuite en voiture, d'un kidnapping, d'un enlèvement de leurs enfants, et elles doivent apprendre à se protéger elles-mêmes. Kate, Meghan ont suivi ce stage commando, mais Diana l'avait elle-même suivi. Et d'ailleurs, on dit que si Diana conduisait elle-même la voiture, la fameuse Mercedes, le soir de son accident, il n'y aurait certainement pas eu une fin si tragique. Dans la vie d'une princesse Windsor, protocoles et règlements s'immiscent absolument partout. Et même dans l'intimité d'un dressing copieusement garni, une représentante de la couronne n'est jamais totalement libre de suivre ses envies. Le choix d'une jupe ou d'une veste ne doit jamais rien à l'aspiration du moment. Le rôle du vêtement pour la princesse, il est fondamental. On parle de princesses qui vont se changer plusieurs fois par jour, parfois jusqu'à 4 fois par jour. Donc autant dire que le vêtement résume qui vous êtes et le message que vous allez envoyer. D'autant plus qu'un membre de la famille royale doit observer une forme de neutralité politique. Donc il ne doit pas s'exprimer sur des sujets brûlants. Donc la tenue est fondamentale. Alors la tenue obéit à un protocole qui est assez strict. Alors, il y a des choses qui paraissent assez évidentes, micro-short, mini-jupe, tout ça, ce n'est pas possible. En plus d'un protocole vestimentaire rigide, une princesse fait aussi l'objet d'une énorme pression d'ordre économique sur ses épaules. Alors, les princesses, est-ce qu'elles sont des panneaux publicitaires? Plus que n'importe quelle actrice ou chanteuse pop, Kate Middleton et Meghan Markle sont aujourd'hui de fabuleuses vitrines pour un business qui pèse des milliards. On sait très bien que les choix qu'elles vont faire vestimentairement vont avoir un impact. C'est presque un deal aussi avec certaines marques. On se souvient que la petite robe bleue que porte Kate Middleton le jour de l'annonce de ses fiançailles, petite robe bleue que l'on aperçoit à peine tant elle est blanchie par les médias du monde entier qui la photographient, elle est griffée Issey Miyake et quelques heures seulement après cette fameuse séance de photos, la robe est déjà en rupture totale de stock. Les marques d'Angleterre et du monde entier se battent littéralement pour qu'une princesse arbore leur création, puisqu'ils sont conscients comme personne de l'effet planétaire que ça va y avoir. En fait, beaucoup de gens vont avoir envie d'acheter la même tenue. Donc elles le sont un peu à leur dépens. Est-ce qu'elles ont vraiment envie de se montrer comme des hit girls à l'avant-garde en fait, de la mode et de proposer des tenues différentes? Je ne crois pas forcément, mais le fait est, comme les tabloïds sont extrêmement lus et très suivis, et que les moindres faits et gestes qu'elles font sont épiés et qu'elles sont photographiées, par définition, c'est quand même leur tenue qu'on regarde, et ces tenues vont être copiées. Avec la disparition de la reine Elisabeth, la couronne britannique est entrée dans une nouvelle ère. Le roi Charles III l'a dit, il faudra dépoussiérer l'institution en la mettant au diapason de valeurs comme la sobriété et l'égalité des sexes. Dans ce nouveau modèle,
les princesses pourraient bien vite apparaître comme les vestiges d'un autre âge. Le rôle de la princesse, c'est de s'engager, d'inspirer, de donner des messages, de montrer l'exemple. Oui, on a une posture, enfin une position assez privilégiée en tant que princesse. On a tous lu des contes de fées avec des princesses qui nous font rêver. Elles sont belles, désirables, etc. Mais aujourd'hui, ça n'est plus le rôle de la princesse. Pour moi, le rôle de la princesse en 2022, c'est d'être une icône, de montrer l'exemple, de militer pour la place de la femme, de militer pour l'environnement, d'être une femme moderne qui montre le chemin. On peut être princesse et féministe, mais on joue contre son camp. C'est-à-dire qu'on participe à construire la femme moderne et donc à détruire la princesse. Parce qu'il y a dans la princesse toujours l'idée qu'on existe par l'homme qui vous a épousé. Qui est Kate? Celle qui a choisi William. Elle est très belle, elle est sans doute très sympathique, mais que serait-elle dans la vie mondiale? Rien. Donc ce qui fait d'elle Kate, et d'ailleurs on l'appelle par son prénom, c'est d'avoir épousé, d'avoir été choisie par l'héritier de la couronne. C'est pas très féministe, ça, quand même, d'exister par son mari. Le féminisme, c'est de s'assurer, en fait, que les femmes sont libres. Alors, on n'est pas totalement libre quand on est une princesse, mais en tout cas, elles arrivent, malgré tout, à exister, à exprimer des opinions, à se positionner. Donc, oui, on peut être princesse et féministe. Je suis ici avec mon mari, en tant que membre de la famille royale. Une bonne princesse doit pouvoir marquer justement l'époque de par son tempérament, de par sa générosité, de par ses engagements. Finalement, la princesse a tout de même un rôle primordial parce qu'elle est nécessaire à la photo de famille parfaite. Elle est nécessaire au portrait de couple parfait. Elle doit toujours être là aux côtés du prince William, du prince Harry ou du roi Charles, par exemple. Les gens se reconnaissant par rapport à Kate de sa présence aux côtés de William, du fait qu'elle a donné un héritier sur le trône, qu'elle a eu d'autres enfants, qui représentent une forme d'Angleterre éternelle, alors peut-être trop traditionnelle pour certains, mais qui fonctionne pour d'autres. Mais tout de même, les temps ont changé et aujourd'hui, les princesses, les femmes de la famille royale ont loin d'avoir un rôle secondaire. Elles ne sont pas là juste pour être dans l'ombre de leurs époux. Elles ont des causes qu'elles défendent elles-mêmes et de nombreuses causes. La princesse Camilla, par exemple, a un véritable travail pour les femmes victimes de violences, pour les femmes battues. La santé mentale, William et Harry, chacun de leur côté différemment, Kate et Meghan également, se battent pour la reconnaissance des problèmes de santé mentaux, de dépression, ce genre de choses. Sans parler des chiens, des chats, de l'horticulture et de toutes ces choses qui peuvent paraître annexes, mais qui sont importantes pour tout un tas de gens. Bref, ce sont des moteurs sociaux, ce sont des moteurs caritatifs. Nous sommes tellement reconnaissants de pouvoir vous écouter et de pouvoir apprendre de vous. Je suis ici avec vous, je suis là pour vous et je vous en remercie. Le divorce entre la famille royale et le couple Harry-Meghan a plongé la couronne d'Angleterre dans la plus longue crise de son histoire. Clin d'œil ironique du destin, comme avec Margaret puis Diana, c'est encore une fois une princesse qui fait trembler l'édifice. L'arrivée de Meghan a compliqué une situation qui n'était pas extrêmement simple au départ. Il est très difficile d'être le cadet dans une famille royale parce que vous avez tout à créer alors que votre frère aîné, sous prétexte qu'il est arrivé en premier, quelque part n'a plus rien à créer. Il voit son frère qui se marie, qui a un enfant, lui, il mange des pizzas tout seul à Kensington Palace. Et l'arrivée de Meghan dans sa vie va quelque part le libérer complètement de ses envies. Elle a peur de rien, elle veut avancer, elle veut prendre sa vie en main, elle veut faire que ses rêves deviennent possibles. Et Harry, qui a eu des rêves, mais qui avait toujours l'impression qu'entre son frère et l'institution, il n'y avait pas de place pour ses rêves, voit avec cette femme quelque chose qui peut le faire avancer, qui peut le faire exploser, en fait. Et là, il s'accroche à elle. Et c'est là où ça commence à devenir un peu compliqué, parce que ses rêves débordent du cadre monarchique. Harry rêvait d'imposer à Buckingham une princesse à son image, libre et affranchie des lourdeurs de l'institution. Le couple semble aujourd'hui prisonnier d'un scénario dramatique à l'issue très périlleuse. Meghan est une princesse hollywoodienne. Par sa provenance, par son mode de fonctionnement, c'est l'héroïne d'un film, d'un long film ou d'une série en plusieurs épisodes. Donc dans la saison 1, c'était le bonheur, le mariage, la couronne royale. Ah, dans la saison 2, c'était la rupture. Dans la saison 3, ça sera peut-être le retour. Donc à un moment donné, il y aura la saison 4, 5, 6, le malheur.
Et ça, le malheur, ça on peut déjà écrire le scénario, parce que dans les séries américaines, c'est toujours pareil. Le malheur, c'est deux choses. Soit la maladie d'elle ou de son mari, soit le divorce. Allez, je parie sur le divorce. Un jour, Harry et Meghan, ça sera Harry contre Meghan. Voilà. Il y aura cet épisode du divorce, du contentieux, du litige. La prochaine saison des aventures de Harry, Meghan, Kate, William et compagnie, ça va être des moments extrêmement compliqués. Du côté de Harry et Meghan, ils ont beaucoup à perdre, justement s'ils y vont très frontalement et qu'ils attaquent constamment la famille royale, parce qu'en fait, ils n'existent que parce qu'ils ont appartenu à la famille royale. C'est un petit peu compliqué de ne plus en parler aujourd'hui. Non, le problème d'Harry et Meghan, c'est qu'ils ont signé des contrats avec Netflix et avec Random Penguin House, qui est l'un des plus gros éditeurs américains. Et que les Américains, quand vous signez un contrat et que vous recevez de l'argent, il faut produire du contenu. Donc il faut être à la hauteur du contrat. Et là, pour le coup, il n'y a pas d'arrangement possible, en fait. Donc tant qu'ils honoreront leur contrat, ils n'auront pas de problème. Des contrats synonymes de millions de dollars, notamment celui signé avec la plateforme américaine Netflix. Problème, il place le couple dans une situation de plus en plus inconfortable à l'approche du sacre officiel de Charles III. À demi-mot, Meghan Markle elle-même reconnaît une lourde erreur stratégique. Il y a une espèce de rétro-pédalage de la part de Meghan Markle qui disait dans la presse « Oui, alors effectivement, c'est pas nous qui avons réalisé. Hein. Alors j'ai absolument parfaitement confiance entre la personne qui a réalisé. Mais c'est pas comme ça qu'on aurait raconté notre histoire. » Donc ça sent quand même le rétro-pédalage à plein nez à base de « Alors vous allez voir des choses, c'est pas forcément ce que nous on vous aurait montré, hein, c'est pas forcément, si on paraît pour très méchant, c'est pas ce qu'on aurait voulu. » Pris dans la tempête médiatique qu'ils ont déclenchée, Harry et Meghan Markle en sont peut-être aujourd'hui les premières victimes. Les Mémoires du Prince ont beau être un best-seller historique, la cote de popularité du couple n'en finit plus de chuter en Angleterre. On ne peut pas dire comme Meghan et Harry, je disparais de la famille royale et aller faire 2 mois plus tard des interviews pour parler de la famille royale à la télévision. Bah, vous étonnez pas qu'on vous en reparle et que ça vous poursuive, puisque vous-même vous alimentez la machine. Vous n'avez pas le quotidien de 99,99% des gens dans le monde. Vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Pardon, mais c'est pas entendable pour les gens. Dans le contexte dans lequel on est, le contexte de guerre, d'inflation, de souffrance qu'il y a toujours eu, bien sûr, et il y en aura toujours, on ne leur demande pas de vivre comme tout le monde, on leur demande juste de ne pas se plaindre. Vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Meghan et Harry n'ont pas le droit de se plaindre, en tout cas sur le plan financier. Si Diana avait su se faire entendre à l'époque, le contexte actuel n'est plus aussi favorable aux récriminations d'une princesse. Je ne veux pas sous-estimer le poids et combien ça doit être difficile pour Meghan. Au même temps, ce que je trouve aberrant, c'est d'étaler et de laver son linge sale en public. Elle a obtenu la nationalité britannique. Elle est passée par toute une ribambelle d'étapes pour devenir britannique. Ensuite, ce mariage en grande pompe devant des milliards de personnes dans le monde entier. Je ne peux pas concevoir qu'à 36, 37 ans, on se dit « Ah, je ne savais pas que ça allait être difficile ». Et donc, je pleure et j'étale ma vie dans la presse. Les Windsor grandissent certes avec des devoirs, des obligations. C'est un peu notre job, nous, à spécialistes royaux, de venir expliquer cela. Mais d'un autre côté, il faut quand même aussi peut-être que l'on recadre la chose, que l'on remette l'église au milieu du village et qu'on se dise qu'ils grandissent quand même dans un univers ultra choyé, ultra privilégié. Ils grandissent avec une cuillère en argent massif, pour le coup, dans la bouche. Alors, ça passe un moment, ces petites contrariétés, ces bruits de couloir de Buckingham Palace, ces guéguerres et ces rififi à la cour. On rappelle surtout que leur job, c'est de représenter aujourd'hui une institution, une couronne millénaire, près de 150 millions de sujets à travers le globe, et de se montrer aussi digne et à la hauteur d'un héritage incroyable laissé par Elisabeth II. Ça peut être dans l'état d'esprit de quelqu'un comme Catherine ou de quelqu'un comme Camilla, par exemple, qui ont conscience que c'est quelque chose qui les dépasse complètement. Elles sont un petit rouage dans ce grand livre d'histoire qu'est la monarchie britannique. Elles en ont conscience. Elles ne le font pas pour avoir leur nom sur un livre d'histoire. Elles le font pour que ça se passe le mieux possible et quelque part que leur conjoint en souffre le moins possible.
Malgré les scandales et les drames qui ont entaché sa longue histoire, la couronne d'Angleterre reste l'ultime théâtre des rêves. Toutes les tragédies et frustrations vécues par Élisabeth II, puis Camilla, Diana, Kate et Meghan n'y feront rien. Le mythe de la princesse Windsor reste intact, avec encore de beaux jours devant lui. La princesse d'une famille royale comme la famille d'Angleterre, ça sert d'abord à faire rêver les petites filles, et les moins petites d'ailleurs aussi, sur le thème éternel. Quelle est la petite fille qui n'a jamais rêvé de jouer à la princesse et donc de s'habiller, de se déshabiller, de changer de tenue tout au long de la journée? Alors quand on est une petite fille, évidemment, ça se comprend. Pourquoi on veut être princesse? Parce qu'on est amoureux d'un prince. Ce qu'on oublie, on a toujours l'impression que c'est un choix de robe, un choix de carrosse, un choix de Cendrillon. Non, c'est un choix d'amour. Meghan est tombée amoureuse de Harry. Je pense que Kate est tombée amoureuse de William. Je pense qu'elles ont aimé ces hommes-là avec ce qu'ils comportaient. Si la greffe Meghan Markle n'a pas été un grand succès, Buckingham prépare déjà la suite avec une attention toute particulière. La relève est même déjà en marche. La princesse Charlotte est bien entendu le futur de la famille royale et le prince William quand il sera sur le trône, puis le prince George quand il deviendra à son tour roi, pourront compter bien sûr sur la princesse Charlotte qui est déjà l'altesse royale parfaite. On le voit à chacune de ses sorties officielles, elle a déjà tout compris de son rôle et elle nous rappelle étrangement la petite Élisabeth II qui était parfaite en tout point. La princesse Charlotte est bien plus à l'aise que son grand frère, le prince George, en public. Elle va vers les gens, elle leur parle, elle leur sourit, elle leur serre la main. Âgée aujourd'hui de 8 ans, Charlotte de Galles a largement le temps d'apprendre l'histoire de celles qui l'ont précédée, pour ne pas ajouter son nom à la longue liste des princesses malheureuses.